Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet, Captain Hook, boum, pour une nouvelle vidéo, encore une fois avec l'historien de la boxe en langue francophone, il faut-il le dire. Vincent est avec nous, salut Vincent. Salut Captain, salut les pirates. Écoute Vincent, ça me fait plaisir que tu reviennes dans l'émission parce que c'est quelque chose qu'on discutait entre nous et on se disait que il y avait des portraits de de grands noms de la boxe qu'il fallait faire. Hein, c'est un peu de l'utilité publique parce que c'est des noms que parfois sont évoqués ici ou là, mais qui sont tellement importants et qui méritent qu'on s'y attarde plus qu'on ne le fait. Et donc, aujourd'hui, Vincent, tu es avec moi pour parler d'une figure, mais finalement qui est une figure inconnue pour les jeunes générations dont plein d'aspects aussi pour moi et pour toi restent à découvrir. On va parler Ah d'une oui. figure ultra importante, mes pirates, mais tellement importante et tellement folle. Aujourd'hui, on parle de Homicide Hank, Henry Armstrong. Ah, exactement. Ou Hurricane Henry aussi, on l'appelait. Hein. Il Oui, avait plusieurs surnoms. il avait plusieurs Mais surnoms. ouais, gros phénomène. Un gros phénomène qui a impacté la boxe à son époque, qui a impacté l'histoire de la boxe, qui a impacté bon, bon nombre de générations de boxeurs qui ont pris la peine de l'étudier. Et c'est une figure qu'on ne peut pas mettre de côté. Et c'est bien grâce à toi, Vincent, on va pouvoir un peu se repencher là-dessus, sur un chapitre entier d'histoire de boxe, finalement, qui est trop méconnu, et on va essayer de changer les choses. Alors, Vincent, est-ce que tu peux nous dire, toi, ton approche pour Henry Armstrong, comment tu le découvres la première fois, enfin ce nom, comment il t'apparaît, et qu'est-ce qui t'a donné envie de creuser le sujet? Alors en fait, Henry Armstrong, je vais te dire, moi, ça a été découvert via Mike Tyson. Parce que c'était Mike Tyson, quand il parlait de ses influences, il citait pas mal Henry Armstrong. Il disait justement, il dit le paradoxe, c'est que moi je suis un poids lourd et parmi les mecs qui m'ont le plus inspiré, il parlait c'était des gars qui venaient des plumes, notamment Kid Chocolate, Tony Canzoneri, il citait Henry Armstrong aussi. Et c'est vrai que c'est là que je me suis dit, je vais aller regarder un peu ces noms-là et je suis allé voir Henry Armstrong et c'est là que j'ai découvert le personnage. Mais c'est vrai que je l'ai découvert dans un premier temps et puis j'y suis revenu vraiment plus après quand je me suis intéressé à la boxe de l'époque. Et en fait, plus je le découvre, plus je me dis, ah ouais, mais en fait, c'est encore plus énorme que ce que je pensais, ce qu'il a fait, ce mec. Puis surtout, quand tu commences à étudier la boxe un peu de l'époque, que tu commences à connaître les noms des gars qu'il a affrontés, tu te dis, ah ouais, en fait, d'accord, ouais, tu comprends un peu mieux le phénomène, ouais. Ouais, tu comprends mieux le phénomène. Alors, tu vois, on a la même porte d'entrée par rapport à ce grand champion qui est Mike Tyson, puisque, faut-il le redire à nos plus jeunes auditeurs, à tous ceux qui sont fans de Mike Tyson était aussi, si ce n'est l'athlète qui montait sur le ring, qui était lui-même un vrai Ouais. historien de boxe. Mike Tyson, aujourd'hui, tu le branches par exemple sur encore Kid Chocolate, il n'y a pas de problème. Il connaît Ah par oui. cœur. C'est un vrai historien. D'ailleurs, c'était peut-être quelque chose qu'il a réussi à utiliser à son avantage. Donc, un Mike Tyson, une légende comme Mike Tyson, retourner aussi dans le passé, à son plus jeune âge, pour étudier. C'est un vrai student of the game, Mike Tyson. On l'oublie trop souvent. Et quelque part, ne faut-il pas suivre les traces de Mike Tyson, et tout champion ne devrait-il pas aussi être un étudiant historien de boxe? Ça, c'est une grande question. Mais je crois, toi, Vincent, tu dirais oui comme moi. Oui, non, mais c'est vrai que c'est Mike Tyson en plus c'est le meilleur exemple parce que c'est un peu la superstar de la boxe et même aujourd'hui les mecs qui te parlent vraiment à fond de Tyson, sont à fond dessus et en fait de voir que ce gars qui a la technique un peu de boxe ultra moderne pour son époque et que même aujourd'hui il y en a plein qui disent on n'a jamais revu un poids lourd faire ce qu'il a fait, mais de voir qu'en fait il allait chercher pas mal dans les boxeurs du passé, même que ce soit Jack Dempsey, que ce soit Mickey Walker, c'est ces mecs-là qui citent et en fait voilà, c'est comme tu dis, je pense que beaucoup y gagneraient peut-être à plus s'intéresser et ça montre aussi que tu vois certains qui ont un mépris peut-être pour cette époque en disant ouais mais c'était vieux, la technique depuis a beaucoup changé et tout.
forcément la technique évolue dans tout sport. Hein. Si ça évoluait pas, ça serait un peu inquiétant quand même depuis sur les décennies et les années. Mais de voir qu'en fait, il y a des trucs qui sont temporels là-dedans. Exactement, des choses intemporelles. Et la petite anecdote, si vous kiffez Mike Tyson comme on kiffe tous, aussi esthétiquement, enfin je veux dire ce phénomène qui était aussi culturel, le outfit, excuse-moi, je perds mes mots en français, la tenue de Mike Tyson est, d'après lui, est inspirée par Henry Armstrong. Ouais. Par cette époque et par Armstrong. Henry Armstrong aurait eu un combat où il avait pas de chaussettes, et le pas de chaussettes de Mike Tyson viendrait aussi de là. D'accord, ouais, voilà. Carrément sur un combat de Armstrong, tu vois, parce que je savais pour le short noir et tout, mais les 5 chaussettes par rapport au combat, tu vois, j'étais pas au courant, ouais, si c'était cette anecdote. Pour vous dire que Tyson est un étudiant de la boxe et qui est peut-être encore aujourd'hui un des plus grands historiens de boxe qui existe réellement. Et donc, alors, parlons maintenant d'Henry Armstrong. Oui, comme tu le dis, c'est une époque différente, époque beaucoup plus dangereuse aussi, faut-il le rappeler, époque presque inhumaine de boxe, et c'est pour ça aussi, encore digression, on va parler, quand des champions encore aujourd'hui, des grands champions comme Lomachenko vous dit non, moi je serai jamais le numéro 1 historique. Pourquoi? Parce qu'il y a Sugar Ray Robinson, et Sugar Ray Robinson il fait des combats tous les 15 jours, et rien que pour ça il est le numéro 1. C'est Lomachenko qui vous le dit, tu vois, il te remet bien dans le contexte, et il te remet les bases, et donc on est dans une période comme ça pour Henry Armstrong, mais Henry Armstrong il fait peut-être des choses encore plus dingues que Sugar Ray. On en parle. C'est ça. Puis en fait, comme tu dis, c'est une époque, vraiment, on est presque pas loin de la gladiature, hein, quand tu vois les trucs, ce qu'ils font les mecs, c'est incroyable. Le rythme des combats, on va en parler. À quelle vitesse ça s'enchaîne? Des combats de 15 rounds, les championnats du monde à cette époque, des pesées qui sont pratiquées le jour du combat. Tout à fait. C'est-à-dire que pour arriver les cutweight et tout là, c'était pas comme ça que ça marchait, quoi. C'est énorme. Ouais. Et c'est là qu'on voit que ce qui a fait Armstrong, c'est vraiment incroyable, quoi. Allez, on y va tout de suite. Parlons de sa carrière. Est-ce que tu peux nous évoquer, allez, on va dire son début de carrière avant qu'on évoque on va dire, deux des aspects les plus dingues qu'il a réussi et qui restent dans l'histoire de la boxe. Vas-y. Ben déjà, Henry Armstrong. Alors juste, je note avant de parler vraiment de ses débuts pro que père d'ascendance afro-américaine et amérindienne et mère amérindienne, donc un peu comme Joe Louis justement. Et il commence chez les pros. En fait, il commence très mal chez les pros. Il commence très mal parce qu'il commence à boxer un gars qui, je crois, le palmarès, le gars, il avait 7 victoires pour 6 défaites et 3 nuls, donc c'était pas un gros palmarès, et il va finir KO au 3e round Henry Armstrong contre ce gars. Et au final, il va enchaîner les 5 premiers combats, c'est 4 défaites pour une seule victoire. Donc c'était pas du tout des débuts fracassants pour ce boxeur. Et c'est une période, alors en plus je crois, où il déménage, parce qu'il était originaire du Missouri, du Mississippi, je sais plus, je crois du Mississippi. Il déménageait à Los Angeles pendant cette période-là. Il a débarqué, je crois, un peu dans la région californienne. Ouais. Il a pris des combats sur le tas et ça l'a un peu... Voilà. Puis boxeur aussi qui arrive dans une période que, bon, peut-être on va connaître, une période de récession historique très connue. Hein. Exactement. Voilà, où comment dire, pour gagner ta vie, il fallait multiplier les combats, même quand tu étais champion du monde et que tu étais un nom. Pour vous dire, c'était très, très, très dur. Et donc ça amplifie tous les aspects de l'époque, amplifiaient la dureté de sa carrière. Es-tu d'accord avec moi, Vincent? Ah ouais. Non, mais puis bon, tous les boxeurs de cette époque sont marqués par ça, et lui, effectivement, clairement, quoi. Ouais, clairement. Et donc, Vincent, on va peut-être évoquer ses titres et évoquer des choses incroyables qu'il a eues. Est-ce que tu me permets de commencer peut-être avec un de ses plus grands faits d'armes? Ouais. Alors, en fait, parce que j'allais te dire, même avant le titre, il y a des faits d'armes qu'il a accomplis, qu'on peut citer.
parce que il va quand même croiser la route déjà de grands noms pour aller jusqu'au titre. Il y avait notamment, alors sa première grande victoire, je pense, c'est contre Midget Volgast, mais après il va se taper notamment aussi les grands boxeurs mexicains qui avaient de cette époque, c'est-à-dire Arismendi, Casanova, Zurita. Il va en perdre contre certains d'eux, mais il va prendre sa revanche chaque fois et il va même passer des KO. Et juste un peu avant d'arriver à son premier titre, il y avait aussi Benny Bass qu'il avait pris, qui est un ancien champion poids plume et poids super plume. Et franchement, déjà, tu voyais que pour arriver jusqu'au titre, il s'était taillé à coups de poing une route entre des mecs qui étaient vraiment très balèzes et ce sont des gens qui sont restés dans l'histoire de la boxe. Voilà. Et donc, il va se passer des choses incroyables. Il y a une année incroyable et il y a aussi un mois incroyable. 5 semaines, oui, je crois que c'est 5 semaines, un mois incroyable. Il va défendre son titre, il est champion, on est en 1939, on est en octobre 1939, et il va aller, pendant le mois de 39, défendre sa ceinture 5 fois. 5 défenses de titre, et d'ailleurs je pense que peut-être même dans ces 5 combats, il y a un des combats qui n'est pas une défense de titre, parce que la NBA, ancêtre de la WBA à l'époque, avait refusé un adversaire comme challenger officiel. Il y a une histoire comme ça. Mais donc, octobre 39, il défend 5 fois, et 5 fois en étant un petit peu, en allant chez l'adversaire. Chez l'adversaire. Ah ouais. Ça passe par le Minnesota, en passant par Washington State, Seattle, en revenant en Californie, pour repartir, je crois, dans le Midwest. C'est juste incroyable. Il boxe le lundi, le vendredi, il boxe encore. Comme tu dis, avec les pesées le matin. Voilà. Et dans des combats où il arrive à finir certains gars avant la limite, il y a des combats durs. Il y a notamment un combat contre Richie Fontaine. Fontaine, alors voilà, c'est un joli prénom francophone quand même, Richie Fontaine. Et ce Richie Fontaine, il le prend dans ce mois incroyable. 5 défenses de titre en un mois. Ah, mais c'est énorme. Hein. Richie Fontaine, par le passé, avait gagné contre Henry Armstrong. C'était une revanche en plus. Et Henry Armstrong allait chercher sa revanche au sein d'un mois de défense de titre. On est dans quelque chose, comme on l'a dit, pratiquement inhumain, de totalement inhumain. C'est inhumain et c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, ça se reverra plus. Hein. Jamais. Qu'on ne reverra jamais plus. Ça, c'est un fait d'armes incroyable. Alors, petite parenthèse pour non pas atténuer cette dinguerie. Là, le mot dinguerie a tout son sens. Hein. On l'utilise parfois à mauvais escient. Oui, on est dans une période, ils boxent beaucoup. Financièrement, ils ont besoin de boxer beaucoup, c'est inhumain, c'est des gladiateurs, etc. Et que parfois, il y avait une expression à l'époque, pas que pour Henry Armstrong, mais aussi pour Joe Louis, qui boxait énormément, faut-il le rappeler. On fera certainement une émission sur Joe Louis, Vincent. Hein, je sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Parfois, il y avait l'appellation Bum of the Week. Tu sais, le bum, le tonneau à bière, là, moi j'appelle ça le baraque à frites, le bum of the week qu'ils affrontaient. Mais sauf que, à cette époque-là, oui, parfois tu affrontais des bums. Oui, tu tombais sur un bum et le combat était plus facile. Mais parfois tu tombais sur des mauvaises surprises. Parce que les gars, tu les connaissais pas tous. Parce que il y avait pas YouTube à l'époque. Tu montes sur le ring sans connaître du tout les aspects de ton adversaire. Il est droitier, il est gaucher. C'est un mec c'est un mec qui rentre dedans, c'est un mec qui va tourner. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé, Et donc, maintenant, vas-y, Vincent, tu peux rebondir. Juste, pour te dire ça, c'est vrai que j'en avais, moi, c'est justement que quand j'avais parlé d'Harry Greb, que j'avais souligné cet aspect qu'on réalise pas aujourd'hui, mais à l'époque, des fois, t'as des mecs, tu les découvres le jour J, quoi. Voilà. C'est-à-dire que, comme tu dis, il n'y a pas YouTube pour aller étudier, on te dit, voilà, tel jour, tu vas boxer ce mec, tu sais pas d'où il sort, le gars, tu connais pas son style, et allez, boum, sur le tas, il va falloir que tu produises une performance. Tout à fait. C'est pour ça que ça aussi, quand Henry Armstrong, il enchaîne une série entre, je crois, 37 et 39 de 46 victoires à peu près, il me semble. C'est énorme. C'est énorme d'arriver sans faire un faux pas face à des mecs, des fois, que tu connais pas. Et mort de faim aussi, hein. Mort de faim, cette époque-là.
37, 38, 39, hein, la récession, ils la sentent encore. Et puis en plus, il y a la Seconde Guerre mondiale qui va débuter pour les Américains peu de temps après. On est dans une période de temps où rien n'est simple, tout à fait. Alors, voilà, on vous parle d'Henry Armstrong, c'est essentiel. Et là, j'ai envie de te laisser la parole pour l'autre fait d'armes dinguissime de Homicide Inc. qui va avoir dans cette carrière. Pour le grand écart, tu veux dire? Exactement. Ouais, déjà, c'est vrai qu'on l'a pas précisé. En fait, il est devenu champion du monde des poids plumes en battant Pete Saran. Et en fait, il va jamais le défendre, ce titre. Il va enchaîner quelques petits combats entre super plume et léger. Et puis d'un coup, il va te faire un grand écart et il va aller chercher celui qui, je pense, était un peu la superstar de la boxe quand même à l'époque. Enfin, quoique c'était la période où Joe Louis commençait vraiment à exploser. Mais Barney Ross, à cette époque-là, c'était quand même le visage un peu de la boxe. C'était l'américain moderne, l'athlète moderne qui avait été champion chez... Alors, il avait fait un combat où il avait pris le titre de champion des légers, des super légers. Puis il est devenu champion des welter. À son palmarès, il affichait quand même Jimmy McLarnin, Tony Canzoneri et Fernando Garcia. Et c'était un super boxeur. Et en fait, j'ai pas trouvé, alors je sais pas toi, capitaine, si tu as trouvé un petit peu des éléments qui resituent le contexte de ce combat, parce que je sais pas, j'ai pas trouvé comment ça s'est fait. Est-ce que c'est Armstrong qui vraiment s'est dit, ce mec-là, c'est la superstar, et tant pis, je prends le risque de monter pour aller le taper? Alors moi, dans mes recherches, dans mes lectures, j'ai l'impression que le projet, je vais dire des trois, hein, tu comprends ce que je veux dire, il l'a dès le départ. Et que, tu crois que c'est déjà planifié, ouais. Voilà, il a dès le départ, je vais m'expliquer pourquoi. Il a ce projet-là fou dès le départ, et donc que ce champion, en fait, il le prend plus comme un passage obligé que comme le défi absolu. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais pourtant, parce que Barney Ross à cette époque-là, même en termes de prestige, même aujourd'hui, je me demande si ce qui est presque pas sa masterpiece, quoi. Peut-être, c'est vrai, t'as raison. Et d'ailleurs, ça fait oublier ça fait oublier ce combat parce qu'il est pris dans quelque chose de dingue. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Vincent? Voilà. Bon, ben, déjà, alors du coup, il fait déjà cette première montée, donc il est chez les poids plumes, il va zapper super plume, super léger pour aller chez les welter, prendre Barney Ross dans un combat que vous pouvez trouver sur YouTube. Il y a une version colorisée, alors c'est pas le combat en entier, c'est les meilleurs moments. Je l'ai trouvé là, cette version, elle est vraiment pas mal. Super combat. Il va faire l'exploit de battre Barney Ross et même d'envoyer Barney Ross à la retraite, il me semble. Je crois qu'après ça, Barney Ross, on ne le reverra plus. Donc, il prend le titre mondial des welter et juste après, dans la même période, il redescend chez les poids légers pour aller prendre Lou Embers. Lou Embers, très grand champion poids léger et dur à cuire. Et là encore, il le bat. Et donc, il enchaîne cette série de 3 champions du monde dans 3 divisions différentes et ça devient le seul boxeur champion dans 3 divisions de poids. Il a tenu un titre au même moment dans 3 divisions. 4. Voilà le projet dingue, le projet fou, et le projet qu'il accomplit. Quelque chose que se retrouvera jamais, et doit-on noter, si jamais ça devait se reproduire, que ça ne pourra jamais se reproduire à la magnitude de ce qu'a fait Henry Armstrong, puisqu'à l'époque, il y a un titre. C'est ce que j'allais te dire. Tu peux pas aller chercher le champion, t'as pas 4 champions en disant, ah, peut-être que lui, il est plus prenable, ou même aujourd'hui avec des titres réguliers ou super champion. Non, là, il te faut vraiment aller taper le roi de la KT. Exactement, voilà. Et donc, il fait ce truc dinguissime qui restera encore une fois dans l'histoire à tout jamais. Et pourquoi? Alors, maintenant, parlons de l'époque, pardon, et pourquoi Henry Armstrong fait cela, fait une carrière avec des tels moments de panache complètement fous, c'est qu'il faut parler de cette, de ce moment de boxe de cette époque. Je vais te mettre la photo, tu comprends tout de suite. Regarde cette magnifique photo. Parce que à cette époque, la boxe, et pour le grand public, c'est avant tout et une seule chose, surtout pour les Américains, c'est les loups.
on est dans cette période où Joe Louis est bigger than life, est une énorme star, énorme, on se rend pas compte, une énorme star qui lui aussi boxe beaucoup. C'était l'habitude de l'époque. Voilà, et la boxe, c'était Joe Louis. Joe Louis, c'était la boxe. That's it, that's all. Et donc, pour tous les autres champions, et il n'y avait que un champion à l'époque, dans toutes les catégories, donc ils n'étaient pas nombreux, mais quand même, pour exister dans l'esprit des gens, il fallait faire des choses qui sortaient totalement de l'ordinaire pour réussir à imposer son nom. Et Henry Armstrong va l'imposer, et Armstrong et Armstrong va devenir un nom de la boxe à cette époque qu'on appose à côté de Joe Louis. Et rien que ça, faut vraiment comprendre que ça, c'est un exploit. Ça, c'est un exploit. Surtout qu'on peut dire qu'à cette époque, la boxe, elle est déjà dans une aura, je pense qu'elle va vraiment garder jusqu'aux années 50, où c'était peut-être le sport mondial. Et c'était le plus grand sport un petit peu, et ça fascinait les foules vraiment comme jamais, je pense. Voilà, comme jamais. D'ailleurs, là, je l'ai pas trouvé la photo sur Internet, mais je vais vous montrer. C'est la couverture de Ring Magazine de mars 38. Et cette couverture, elle dit tout. Elle dit tout de la boxe de l'époque, et en quoi Henry Armstrong et il n'avait pas encore fait son moi magnifique, tu vois, mais Henry Armstrong s'était imposé dans l'esprit des gens. Regardez. Ouais, aux côtés de Joe Louis. C'est Joe Louis, c'est Henry Armstrong. Voilà. Ouais, mais c'est vrai. Et c'est vrai que au final, tu vois, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, effectivement, je pense que tu as trouvé le bon truc. Il devait avoir ce plan déjà en tête, et effectivement, il s'est dit, il faut que je fasse un fait d'armes absolument extraordinaire pour arriver à ça. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai lu notamment d'un historien, pour vous donner mes sources. Un historien, je vais vous donner mes sources, de Lee Groves, et surtout de Jeff Brophy, qui est peut-être un des spécialistes d'Henry Armstrong. Donc, pour eux, le plan de match était déjà prévu. Voilà, parce que ils avaient déjà prévu tout ça. Ouais. Voilà, ils avaient prévu tout ça. Donc voilà, et époque incroyable. Puis Henry alors, Armstrong. Vas-y. Pour ce défi, ce qu'on peut rajouter, c'est que quand même, en plus, là où il est à la fois assez malin, mais c'est très dangereux, c'est que, en fait, il change pas sur les poids officiels. Ça reste plus ou moins un poids léger à cette époque-là. Il tourne autour de 60 kilos, que ce soit son combat chez les welter ou le combat qu'il fait après contre Luan Burst. Donc il s'éloigne pas de son morphotype, voilà. Mais en même temps, c'est très risqué parce que quand il fait le combat contre Barneros, Barneros, c'est quand même plus lourd. Il a fait encore des trucs encore plus fous en termes d'écart de poids, on va le voir à Henry Armstrong, mais déjà, on a un authentique poids welter contre un poids léger. Et pourtant, quand tu vois le combat physiquement, celui qui va l'apporter, c'est vraiment Armstrong. Tout à fait. Et c'est là peut-être qu'on peut parler, en fait, je sais pas si tu as prévu d'en parler après, Captain, de son style, peut-être Henry Armstrong. Vas-y tout de suite, parce qu'après on parlera justement de sa fin de carrière et de ce qu'il a laissé, sa legacy. Parce que c'est vrai que le style Armstrong, en fait, c'est assez simple. Je trouve qu'un qui l'a bien résumé, c'est Joe Frazier, qui s'était beaucoup inspiré d'Henry Armstrong. Il disait, moi, ce qui m'avait épaté quand j'avais vu Henry Armstrong, c'est que j'avais l'impression que ce type, il allait jamais s'arrêter de frapper. Et c'est vrai que c'est exactement ça. Alors, il a une position, je sais pas si t'as vu, où il a un peu l'épaule, des fois, en avant, l'épaule gauche. Allant vers le bas. Un peu comme ça. Ouais. Voilà. Exactement, ouais, tout à fait. Et, il y a un peu un mix entre le shoulder roll, je dirais, et le Dempsey roll dans sa façon qu'il a de bouger la tête pour casser la distance. Et après, alors c'est vraiment, il marche sur l'adversaire. Quand tu l'as sur toi, là, t'es très mal. C'est très mal. Quand il est rentré à l'intérieur, là, t'es fini, là. Tu peux rien faire, ouais. Et en fait, tu vois que son combat Barneros, la façon comme il le gère, je pense que, tu vois, ils se sont dit, vu qu'il va prendre un peu du poids pour monter affronter, et que, alors, ce qui est d'ailleurs à noter, c'est qu'ils font le combat en 15 rounds, alors qu'à l'époque, si tu suis la carrière un peu des champions, tu sais, des fois, ils font des matchs de 10 rounds avant de prendre le mec sur un 15 rounds. Ouais. C'est un petit peu presque un combat test, et là, il le fait de suite 15 rounds de format. Est-ce qu'il s'est pas dit, peut-être qu'il va pas tenir son rythme habituel pendant 15 rounds avec ces kilos en plus? Et au final, tu vois que Barneros, il semblait attendre qu'il y ait une baisse de régime du côté de Armstrong, et en fait, ça arrive jamais.
Ça arrive jamais. Tu vois qu'à la fin, il sait plus quoi faire, Barneros, parce qu'il se dit, putain, mais ce mec, il arrête pas, quoi. Et du premier au 15e round, Armstrong, il relâche pas la pression, quoi. Tout à fait, t'as bien exprimé le style. Alors maintenant, il est déjà temps de parler de sa fin de carrière. Donc une fin de carrière, bien sûr, vu le contexte, une fin de carrière difficile. Ça ne peut pas en être autrement. Mais il arrivera, et c'est ça qui est très fort aussi, même si ce combat est plus symbolique qu'autre chose, mais il est symbolique parce qu'il fait la jonction, c'est-à-dire que c'est l'ancien d'une autre génération qui est amené à affronter la nouvelle génération, et c'est en cela aussi que pour sa legacy c'est important, mais je vais mettre tout de suite en photo, tu vas le voir. Voilà, il finit quand même par affronter ce petit jeune. Tu peux nous en parler, c'est qui ce petit jeune? Ouais, mais ça, c'est peut-être celui que certains considèrent comme le plus grand de tous les temps. Oui. Et oui, et oui, et oui, c'est Sugar Ray Robinson. Voilà. Dans un combat là où qui ne va pas du tout aller à l'avantage de Henry Armstrong. Tu peux nous en parler un petit Non. peu? Ouais, ben c'est déjà Armstrong qui effectivement en fin de carrière avait perdu son titre contre Fritz Zivik. Je crois que d'ailleurs, pour info, il avait enchaîné quand même 19 défenses de titre chez Walter en quasiment 2 ans. Donc ça, par rapport à ce que tu dis tout à l'heure sur le fameux mois d'octobre 39, c'est un truc énorme. Et il était remonté un petit peu dans les 80 parce qu'il avait réussi à prendre sa revanche sur Zivik dans un combat sans titre en jeu. Et là, effectivement, il va affronter le nouveau phénomène de la boxe. Et Robinson, alors moi j'ai un bouquin qui a été traduit en français qui date de 51, qui est un peu la biographie de Robinson. Et Robinson, ça a été un combat crève-cœur pour lui, ça. Bah oui, parce que Armstrong, c'était son idole. C'était son idole. Et il voulait pas le faire au début. Il a dit c'est pas possible, je peux pas contre Henry Armstrong. Et ça va être un combat où il va nettement dominer au point, Robinson. Et je pense, alors, j'ai pas vu trop des images, mais je soupçonne quand même que Robinson ait eu trop de respect pour Armstrong pour vraiment appuyer et chercher à lui passer un KO. C'est ce que je penserais aussi de connaissant, enfin, quand on connaît la classe de Robinson, Ouais. c'est fortement possible. Tu as bien sûr raison. Et puis, une dernière photo que j'ai envie de partager avec vous, mes pirates, avec toi, Vincent. Dernière photo, regardez. Voilà, là, c'est un Robinson déjà plus âgé, en fin de vie. Voilà, avec Ali. C'était c'était une référence que et tout jeune champion montrait son respect à Homicide Inc. Hein. Ah ouais. Ah oui, clairement. Voilà. C'était et en fait moi tu vois la réflexion que je me faisais parce que quand il est champion du monde des poids welter, il va boxer une première fois, il défend le titre contre Seferino Garcia qui était là le Philippin, donc qui était après champion du monde des poids moyens, et il va retrouver Garcia dans un combat poids moyen, combat qui s'est soldé par un match nul très controversé. Tout le monde disait qu'en fait Armstrong il aurait dû le taper quoi ce jour-là. Et c'est là que tu te dis, en fait, tu te rends compte qu'Armstrong, presque, il avait l'occasion de taper le champion du monde des moyens. Donc de faire 4 catégories, quoi. Ouais. Et s'il s'était intéressé à l'époque aux catégories super léger, super plume, il était projeté à 6 catégories, quoi, le mec. Ouais, parce qu'il y a en plus la multiplication des catégories n'était pas encore intervenue. On est dans l'âge d'or où il y a 8 catégories. Il y avait quand même les super plumes et les super légers. C'était déjà arrivé à cette époque-là. Ils étaient déjà arrivés, ouais. D'ailleurs, on a vu des grands champions, Kid Chocolate, dont on parlait justement tout à l'heure, avait été champion super plume. Mais il n'y avait pas les super welter par contre, et les super moyennes n'étaient pas encore arrivés. Non. Mais c'est énorme, parce que en fait, t'as l'impression que le mec, c'était des catégories bâtardes qu'il a sauté, quoi. Ouais, non, c'est vrai qu'elles avaient. Ouais, c'est ça, hein. Elles étaient assez récentes, donc elles n'avaient pas le prestige des autres. Ça, c'est sûr. Et c'est sûr, à quelque part, voilà, il n'y a pas question de super et tout ça. Là, il a pris des catégories reines. Voilà, exactement. Des catégories reines. Et donc, voilà. Alors, doit-on encore conseiller à tout le monde de se repencher sur ce phénomène incroyable et indéboulonnable de la boxe? J'espère qu'on vous aura en tout cas donné extrêmement envie de vous repencher sur cette incroyable histoire de boxe à tout jamais. Et puis dites-nous aussi
dans les commentaires si vous avez aimé ce portrait, cette émission, parce que je pense qu'il est presque d'intérêt public d'en faire d'autres sur d'autres légendes qui du passé, mais qui méritent vraiment un gros retour, notamment, on en parlait de Joe Louis. Donc, dans les commentaires, mes pirates, dites-nous ce que vous en pensez, et bien sûr, vous nous connaissez, on vous fera ça dans le futur. Vincent, c'était encore un plaisir d'être avec toi, de t'écouter pour cette très belle histoire de boxe. Merci Vincent que vous pouvez retrouver bien sûr avec son podcast, j'ai envie de dire Vincent le podcasteur sur la chaîne Box Attitude, dois-je le rappeler. Et puis nous, mes pirates, on se rejoint bientôt pour d'autres aventures et d'autres surprises. Ciao les pirates, bouh. Salut.